Bonjour Evelyne Kitofrati, vous êtes spécialiste orthophoniste à Garches. Comment définiriez-vous de façon générale les troubles neurologiques chez l'enfant liés au langage, à la compréhension et à la communication? Y a-t-il plusieurs familles, plusieurs degrés de troubles neurologiques? Vaste question. Les troubles, bien sûr qu'il y a différentes familles. Les troubles 10, déjà il faut savoir que ça concerne 6 à 10% des enfants, c'est quand même assez important. Ce sont des troubles qu'on considère comme spécifiques. Ce sont des troubles développementaux avec des origines souvent très, qu'on appelle plurifactorielles. Donc on va avoir différents degrés, c'est vrai. On est à une époque où le préfixe 10 est très à la mode. On va trouver des troubles 10 de plus en plus avec les avancées scientifiques. Ces troubles 10, s'il y a une échelle, les plus connus évidemment seraient les plus vulgarisés, comme les troubles d'apprentissage du langage écrit, les dyslexies, les orthographies. On parle de dyscalculie, c'est un petit peu moins connu, mais maintenant on s'intéresse plus à la dyspraxie, qu'on connaissait moins bien à l'époque, il y a quelques années. Et il y a évidemment une échelle de grandeur, il y a la dysphasie, qui est beaucoup plus invalidante que les autres troubles. Et viennent maintenant évidemment avec plus de clarté les troubles de l'attention. Toute l'analyse sur les troubles de l'attention, les troubles, tous les dysfonctionnements exécutifs qui sont de plus en plus diagnostiqués et qui font en effet, on s'aperçoit que dans notre pratique, on a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire pour évaluer tous ces troubles-là. Mais en effet, c'est en train de s'éclaircir et d'avancer de manière impressionnante. Vous faire un tableau serait bon. Non, je ne peux pas vous faire un tableau vraiment parce qu'il y a des troubles associés ou pas. Alors, on a les dyslexies qui sont légères, d'autres avec des troubles associés importants avec des troubles de l'attention. C'est pas totalement isolé. Et comme je disais tout à l'heure, c'est plurifonctionnel. Les impacts sont importants dans tous les apprentissages chez l'enfant. Le fait d'être différent, d'avoir ces dysfonctionnements, ça va toucher très très jeune, ça va avoir un impact psychologique très important chez l'enfant, dans l'estime de soi, tout à fait dans les prérequis au moment de l'apparition du langage. L'enfant va très vite pouvoir se sentir malheureusement différent. Et s'il n'a pas cette estime de soi, qui est cette valorisation, il ne va pas rentrer dans les apprentissages. Et donc, les impacts sont énormes, énormes. Comment pouvons-nous détecter le plus tôt possible chez l'enfant, donc du coup, d'éventuelles difficultés? À partir de quel âge on peut voir un spécialiste pour l'aider éventuellement? Alors, c'est vrai que les troubles que l'on connaît et qui ont été le plus vulgarisés sont des apprentissages scolaires, donc au moment de la scolarisation. Mais déjà en maternelle, tous les troubles du langage oral vont pouvoir être détectés. À 3 ans, on peut se rendre compte déjà si un enfant a des troubles de flexibilité lexicale, de manque du mot, de se sentir différent. On le voit dans son attitude même ludique, au niveau de son attention, au niveau de ses réponses, de ses interactions avec les autres. Il va déjà être malheureusement repéré comme légèrement différent. Et c'est à nous de faire un diagnostic différentiel. Il faut savoir que l'on parle de trouble 10 lorsqu'on est dans un développement intellectuel normal. Il n'y a pas de déficit, a priori. Et donc, déjà en maternelle, à 3 ans, des enseignants peuvent en effet observer les choses. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une augmentation des problèmes neurologiques chez l'enfant, donc tous les 10 dont vous avez parlé.
dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, les troubles oculaires, l'hyperactivité, l'hyperacuité, les troubles de la concentration, les troubles auditifs, troubles de la mémoire immédiate, donc j'en passe. Est-ce que ce sont nos connaissances qui augmentent et qui nous permettent de découvrir des particularités dans des phénomènes déjà existants chez l'homme depuis longtemps ou inhérents à la complexité de la formation du cerveau humain, ou est-ce que l'on peut admettre une véritable augmentation de ces troubles avec l'évolution des responsabilités et des comportements sociétaux, c'est-à-dire des responsabilités des agents et des groupes économiques, de la santé, de l'éducation, des scientifiques, des politiques, et même au niveau de l'individu lui-même, dans le niveau et le choix de son hygiène de vie, de son alimentation par exemple, tout cela ayant des conséquences donc au niveau social, sanitaire et environnemental, et peut-être donc une influence sur l'apparition ou le développement de certains symptômes neurologiques, psychiques et problèmes identitaires et de communication. Est-ce qu'il y a une évolution, une augmentation? Comment est-ce qu'on peut identifier ça? Avant, on analysait les troubles 10 comme des troubles, certes spécifiques, mais on avait une définition qui n'était pas assez complète, puisqu'on pouvait analyser des symptômes tout en connaissant peu l'origine du trouble. Avec l'imagerie, avec l'IRM, on a une connaissance évidemment accrue et on comprend les dysfonctionnements. On a des connaissances neurochimiques maintenant, on sait que le lobe frontal ne va pas fonctionner, enfin, il va y avoir des dysfonctionnements à ce niveau-là. Et donc, en effet, ça avance à toute allure. Dire que ces troubles n'existaient pas, j'ai le souvenir quand on a fait des études, qu'on appelait la dysphasie, le mot n'existait pratiquement pas. On parlait de troubles sévères, versant perceptif, auditif, versant ceci. On avait cette intuition. On savait que la mémoire de travail, cette mémoire immédiate était excessivement touchée. La vitesse de traitement, pareil, lente. Mais bon, on sait qu'il y avait corrélation avec quelque chose de l'ordre de la neurologie. Mais voilà, intuitivement, les neurologues, évidemment, avec plus de connaissances scientifiques que nous, mais maintenant, en effet, ça avance à toute allure. Mais est-ce que la maladie en elle-même, enfin les symptômes, est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce qu'on peut calculer ça? Moi, je n'ai pas les chiffres, honnêtement. Je n'en ai pas entendu parler. On les diagnostique mieux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'existaient pas auparavant? Non. J'ai le souvenir qu'il y a 30 ans, on le sentait, mais on ne mettait pas de mots dessus. Maintenant, on arrive à faire des remédiations cognitives sur les troubles neurologiques, sur tous les petits dysfonctionnements exécutifs qu'on ne dominait pas il y a 30 ans, évidemment. Et dans ce phénomène-là, est-ce que l'on peut identifier, quantifier, donner un pourcentage approximatif, c'est toujours difficile et délicat, de la part héréditaire, génétique transmise au fil des générations et de ce qui va être rajouté, réduit ou amplifié durant la vie dès la naissance, en fait, pour l'individu, au contact de tous les éléments de la société dans laquelle nous vivons. Donc, où l'individu est très sollicité, mis à l'épreuve sur tous les plans intellectuels, physiques. Est-ce qu'on peut quantifier, voir s'il y a une part égale entre ce qu'on va acquérir génétiquement et ce qui va évoluer Alors, on parle en effet de génétique, oui. Souvent, les parents dyslexiques peuvent avoir des enfants dyslexiques, entre autres. Oui, il y a une part, c'est en train d'être étudié. Pas donner de chiffres encore. Donc c'est en pleine évolution, c'est-à-dire qu'on est en pleine découverte encore, exploration de ces questions. Oui. Donc c'est encore
Ah oui, il faut être vraiment très spécialiste. Hein. C'est des neurologues qui pourraient plus répondre sur ces questions.